Un numéro que nous consacrons au mois de l'arbre et à ces opérations de reboisement devenues une tradition au Burkina Faso. Des milliers, voire des millions de plants mis en terre, année après année, avec des résultats plus ou moins mitigés. Quel est l'état des lieux? Ces opérations ont-elles vraiment un intérêt au-delà du folklore et de l'opération de communication? Quelles sont les nouvelles orientations? Autant d'interrogations au cœur de ce numéro de votre émission. Il était une fois les grandes campagnes de reboisement, des dizaines de millions de plants mis en terre chaque année. Si ces opérations d'envergure étaient un succès, assurément le Burkina Faso devrait être un pays de forêt aujourd'hui. Mais hélas, d'où les interrogations, les remises en cause, mais aussi les changements de stratégie. Le point avec Pascal Canet. Cette année encore, elle est lancée en grande pompe. La journée nationale de l'arbre marque le top de départ de la campagne de reboisement humide. À l'occasion, chaque Burkinabé est invité à planter des arbres et beaucoup d'arbres pour contrer la désertification. Il faut dire que la situation frôle la catastrophe environnementale. Chaque année, environ 250 000 hectares de couvert végétal sont perdus du fait de la déforestation. Cette année, le ministère en charge de l'environnement espère qu'au moins 10 millions de plants seront mis en terre par les Burkinabés lors des différentes initiatives de reboisement. Les mêmes chiffres, voire plus, sont annoncés chaque année. Visiblement, les Burkinabés aiment les arbres et les plantes chaque année. Il y a une prise de conscience. Voilà, parce que tout le monde constate aujourd'hui les effets néfastes de la disparition de nos forêts. Quand vous voyez à l'entrée des saisons de pluie, il y a quand même un mouvement important, voilà, de plantation individuelle, collective. Et bon, donc c'est la preuve que les Burkinabés vraiment sont conscients du fait qu'ils doivent s'engager pour reverdir le couvert végétal qui disparaît chaque année. Des millions de plants sont mis en terre chaque année. De quoi contrer raisonnablement la désertification, sinon même l'arrêter. Mais pour quel résultat? Les spécialistes s'accordent à dire que la plupart des plantations effectuées ont un faible impact sur le phénomène de la désertification. Le taux de réussite tourne autour de moins de 25%. Cela s'explique par le fait que les plantes mises en terre ne bénéficient pas de protection adéquate. Il y a aussi la qualité des plants. Des fois, les plants séjournent moins d'un an en pépinière, donc ces plants ne sont pas vigoureux pour en tout cas supporter les différentes adversités de la nature. Il y a aussi la qualité du sol. Des fois, ces plantes mises en terre ne bénéficient pas d'un choix adéquat du sol de la part des techniciens. Des fois, le choix ne répond pas aux attentes des populations. Donc, le suivi devient problématique dans la mesure où on ne trouve pas leurs intérêts. Il y a aussi la divagation des animaux qui joue un rôle capital sur la réussite, en tout cas, des plants mis en terre. L'entretien post-plantation, c'est le talon d'Achille des campagnes de reboisement au Burkina Faso. Tout porte à croire que le reboisement est devenu un phénomène de mode, un moyen de communication pour certaines structures qui voient par cet acte noble une opportunité de redorer leur image. La cérémonie de reboisement finie, rares sont les structures qui se préoccupent de ce que deviennent les plants mis en terre. Les gens là viennent, on dirait que c'est devenu un effet de mode. Durant la campagne, surtout le mois d'août, chaque association veut planter pour meubler certainement ses activités, pour dire au moins que dans l'année, j'ai pu réaliser au moins une activité de plantation. Mais il faut aller au-delà de ça. Communiquer à travers les plantations d'arbres n'est pas mauvais en soi. Elle est même recommandée par les acteurs de l'environnement. Seulement, le temps est venu pour les structures associatives, politiques et les entreprises d'aller au-delà et donner à leurs activités de plantation une valeur ajoutée environnementale. C'est vrai qu'il y a de la communication, peut-être qu'on a mis la communication au devant des choses, mais on peut en tirer quelque chose. On peut tirer quelque chose du fait que ça fait de la sensibilisation, parce que quelqu'un de l'autre côté, qui n'est pas dans l'action,
peut se dire, mais tiens, ici, il y a des gens qui essaient de faire comme ça. C'est ce côté, le côté positif vraiment de la contribution de la presse. Que ces personnes veulent communiquer à travers les plantations, nous les encourageons, mais de planter responsables. Et nous gagnons, et eux aussi gagnent, ils vont gagner. Donc ça serait du gagnant-gagnant. Face à ces taux de succès très limités de reboisement successifs ces dernières années, le ministère en charge de l'environnement a entrepris de changer de paradigme en matière de reboisement. Désormais, planter utile et responsable, c'est le mot d'ordre au ministère de l'Environnement. Maintenant, on ne plante pas pour planter, il faut planter utile, c'est-à-dire qu'il faut planter sur les sites protégés, protégés sur le plan foncier et sur le plan sécurité, c'est-à-dire sur le plan de protection. Il faut la clôture, il y a aussi la qualité des plants. Il faut quand même mettre des plants qui ont séjourné au moins une année en pépinière, c'est-à-dire que c'est des plants qui sont vigoureux. Il faut mettre aussi des espèces utilitaires, c'est-à-dire qui sont utiles pour la population. Il y a aussi l'entretien et l'arrosage. Nous mettons les plants là sur des sites où en tout cas il y a un point d'eau. Depuis lors, on se rend compte que les taux se sont améliorés et grâce à ces orientations que le gouvernement a données. Et ces taux aujourd'hui tournent autour de 60-65%. Donc c'est assez intéressant. Et dans ces orientations et ces mesures qui ont permis d'avoir ces taux de succès-là, c'est surtout planter dans des sites sécurisés, à l'abri donc des animaux, de l'activité de l'homme. Ensuite, il faut des plants de bonne qualité. Et la troisième mesure, c'est surtout le suivi et l'entretien de ces plants. Le gouvernement, pour donner l'exemple, essaie de regarder sur les sites, les grands sites sécurisés, là, de mettre des forages pour l'entretien futur donc, de ces plants. Chacun doit avoir son initiative ici pour planter des arbres. Nous avons aussi encouragé les familles à planter des arbres parce qu'on se rend compte que même dans les familles, l'entretien est plus facile étant donné qu'on a les eaux de ménage qui peuvent aider à l'entretien de ces plants-là. Donc, chacun a son initiative, chaque structure, chacun son arbre. Donc, vous imaginez que si chaque Burkinabé arrive à planter un seul arbre, cela nous fera en gros 20 millions d'arbres, sinon plus. Les directeurs des forêts et de la reforestation invitent tous ceux qui sont intéressés par les activités de reboisement de bien vouloir s'attacher les services des structures compétentes pour contrôler le choix des plants, les sites de reboisement ainsi que les techniques de reboisement. C'est à ce prix qu'ils pourront planter utiles et responsables pour le bien de l'environnement et des hommes. Dans la page entretien de ce numéro de votre émission, nous recevons le coordonnateur du PIF, le programme d'investissement forestier, M. Jean Bosco So. Bonsoir, M. So. Bonsoir, M. Ouedraogo. Et merci de venir répondre à nos questions ici au parc urbain Bangriogo. Je l'ai dit, vous êtes coordonnateur du PIF. Alors, pour commencer, quel est l'état des lieux aujourd'hui au Burkina Faso pour ce qui concerne le couvert végétal? L'état des lieux du couvert végétal au Burkina Faso, je vais essayer de l'apprécier à deux niveaux. Alors, dans un premier temps, il faut s'intéresser donc à la typologie des formations végétales donc, au niveau du pays. Et le dernier rapport, le 4e rapport sur l'état de l'environnement au Burkina Faso, alors, fait une situation donc, de ces formations végétales-là à 7 niveaux. Il y a donc la forêt claire, il y a la forêt galerie, il y a la savane arborée, la savane arbustive, la steppe arborée et enfin donc les plantations forestières. Donc cela fait l'objet donc de cet arsenal donc de typologie en matière donc de formation végétale au Burkina Faso. Et l'État, je vais aller plus loin avec donc des chiffres maintenant parce que l'État aussi c'est cela. Il y a donc la typologie mais également l'occupation de la surface. Et au niveau du pays, alors toujours selon le même rapport dont j'ai parlé, le rapport sur l'état de l'environnement au Burkina Faso, qui date de 2017, aujourd'hui, toutes ces formations que je viens de citer occupent pratiquement 13 300 000 hectares, ce qui fait à peu près quelque chose de 46% donc du territoire, 48% du territoire national. Monsieur So, quelle est la tendance aujourd'hui de ces zones forestières au Burkina Faso? Est-ce qu'aujourd'hui, on a une tendance qui va vers une amélioration ou une dégradation? C'est dommage, mais il faut l'avouer.
la tendance est malheureusement à la régression des surfaces forestières. Et si je vais dans le détail, de 1992 à 2002, et toujours donc, selon le rapport donc, sur l'état de l'environnement au Burkina Faso, nous avons malheureusement perdu plus d'1 million d'hectares. Parce qu'en 1992, nous avions 14 400 000 hectares donc, de forêt, de formation forestière. Et en 2002, nous nous retrouvons avec donc 13 millions, comme je viens de le dire, ce qui fait une perte de superficie de 1 100 000 et quelques, qui fait également une régression de 7%. Et ça, c'est très inquiétant. Alors ça, c'est pour ce qui concerne donc les formations naturelles d'une manière générale, mais je vais aller spécifiquement sur le cas des forêts classées, des aires classées de l'État. Alors à ce niveau, nous avons donc 77 aires classées et qui couvraient donc en gros 3 900 000 hectares, ce qui fait en gros 14% du territoire national. Alors, mais aujourd'hui, selon un rapport du niveau de référence des forêts, c'est vrai que ce rapport a pris d'autres dispositions, d'autres éléments en compte. Nous sommes aujourd'hui entre 1992 et 2014 à pratiquement plus de 50% de perte de nos forêts. Parce qu'en 1992, nous avions donc pratiquement au niveau donc, des formations forestières, nous avions 14 millions d'hectares. Et aujourd'hui, en faisant le point, on se retrouve avec 8 millions. Ça, c'est un rapport donc, du niveau de référence des forêts en 2020, 8 millions d'hectares, qui fait en gros un peu plus de 38% du territoire. Une situation, vous l'avez dit, donc il y a de quoi s'inquiéter face à cette dégradation, face à ce recul. Et pour le citoyen lambda, ça peut sembler paradoxal parce que pendant de longues années, on a vu ces grandes opérations de reboisement. Chaque année, on annonce des millions et des millions de plants donc, portés en terre. Donc ça veut dire concrètement que ces opérations n'ont pas produit les résultats escomptés. Avant de revenir sur cette question, il est très important quand même de situer que le Burkina Faso a hérité quand même des forêts classées à l'époque coloniale. Ça, c'est très important parce que quand on parle de couvert végétal, c'est tout cela qui est pris en compte. Mais généralement, on n'en parle pas trop, alors qu'il y a eu de gros efforts à ce niveau qui ont permis aujourd'hui d'avoir un domaine classé de l'État, quand même avec 77 aires classées, ce n'est pas négligeable. C'est vrai, quand nous rentrons dans les aspects de reboisement, de gestion des forêts, il y a quand même à s'inquiéter. Parce qu'effectivement, si nous considérons donc le rapport donc, sur le niveau de référence des forêts, nous sommes à un niveau de recul. Mais cela s'explique parce que les différentes opérations de reboisement dont vous parlez, je vais en citer quelques-unes, telles que l'opération 8000 forêts, 8000 villages, 8000 villages, 8000 forêts, c'est ça l'appellation. Oui. Un département, une forêt en son temps également. Et il y a eu effectivement beaucoup d'initiatives à ce niveau. Mais les résultats, comme vous le dites, semblent mitigés sur le terrain. Quand nous prenons le rapport sur l'état de l'environnement, nous perdons pratiquement plus de 240 000 hectares par an. Et ça, c'est inquiétant parce que 240 000, ce que nous reboisons, c'est à peine 10 000 hectares par an. Vous voyez, le gap, c'est tellement important que bon, même si on doit d'abord stabiliser ce gap-là, il y a un gros effort à faire. Et ça fait qu'aujourd'hui, les résultats des opérations de reboisement semblent être effectivement mitigés. Mais vous l'avez dit, il y a beaucoup également de manque d'efficacité de ces opérations de reboisement. Quelle est la faiblesse de cette approche-là? Oui, il y a plusieurs faiblesses à l'intérieur parce que je prends d'abord le cas de la sécurisation même des espaces qui font l'objet de reforestation. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas donné un titre foncier à votre espace, vous le reboisez d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, on peut décider de son statut et vous le perdez facilement. Donc ça, c'est un élément très important. Il y a également, on le reconnaît, c'était des problèmes vraiment d'ordre technique. Et par exemple, pour la préparation du terrain, on s'imagine que quand c'est un reboisement à grande échelle, les gens n'ont pas le temps de préparer le terrain comme il se doit. Avec des plans aussi souvent mal préparés en pépinière, vous vous retrouvez donc avec un ensemble de facteurs qui font que dans la nature, on laisse le plan à lui-même, il n'est pas arrosé. Et à un moment donné, vous avez de très faibles taux donc, de reprise ou bien de survie. Pour ces opérations, on était à pratiquement moins de 25 ou même tout juste après, au-delà de 25%. On a l'impression que c'était l'effet de mode. Chaque année, chacun se plaît d'aller devant les caméras, planter, et puis bon, juste après, quand on repart, on ne se soucie plus derrière de l'évolution. Ouais.
En fait, ça fait partie des éléments de faiblesse. Parce que quand une plantation est vraiment sollicitée par une population, ce n'est pas la même chose quand on vient lui imposer, lui parler. Bon, c'est comme si c'est un effet de mode, effectivement. Et à un moment donné, bon, la population ne se sent pas trop concernée. Et l'espace est là et ça se dégrade tout seul. Aujourd'hui, l'approche semble depuis en tout cas quelques années avoir évolué. Parce qu'au niveau du ministère, la décision donc, a été prise de ne reboiser que dans des milieux protégés. Ce qui fait donc qu'on est un peu plus soucieux de la protection des plantes qui sont mises en terre. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'on a tiré les enseignements et qu'on est sur la bonne voie? Je crois que pour le moment c'est peut-être tôt, mais je pense que ça fait partie des bonnes voies que de réorienter un peu les choses dans ce sens-là. Parce que comme je l'ai dit, les faiblesses, je n'ai pas fini de les citer, mais elles étaient très nombreuses. Et aujourd'hui, il faut avoir le courage de les corriger. Et c'est ce que le ministère a fait en 2018, en prenant donc l'option d'aller vers en tout cas un plan quinquennal de reforestation, à l'intérieur duquel il y a ces journées nationales de l'arbre, où quand même il y a beaucoup plus de regard d'abord sur la préparation du site, que ce soit en termes même du statut foncier du site, parce qu'on ne va plus prendre un site parce qu'il est libre, on va planter. Non, il faut vraiment qu'on se rassure que ce site-là ne fera pas l'objet d'un litige un jour et il va perdre sa vocation de forêt à un moment donné. Ça, c'est très important. Également, je crois que les dispositions que j'ai vues sur le terrain, parce que j'ai eu la chance d'être à Kaya à la dernière opération, au lancement officiel de la GNA. Donc, les trous qui sont faits répondent vraiment aux normes techniques. Et ça, c'est très important. Et également, les plants qui ont été mis en terre, c'était des plants déjà très mûrs en pépinière avant donc de les amener. Et ça, c'est des éléments qui peuvent renforcer vraiment le taux de succès. Parce que déjà, les rapports qui parviennent pour les 3 éditions passées, nous sommes déjà à plus de 60% donc de taux de survie des plants. Ça, c'est très important. Et même à côté, il y a des points d'eau qui sont créés systématiquement pour chaque site. Ça, c'est des éléments très, très, très importants pour un site de reboisement. Donc je pense qu'en tout cas, les nouvelles orientations sont vraiment dans la bonne direction. Et pourvu que ça dure. Voilà. Monsieur Sow, certains militent, pas pour des reboisements, mais plutôt pour que l'accent soit mis sur d'autres pratiques, comme l'agroécologie, comme la régénération naturelle assistée, protéger les plants qui poussent naturellement. Quelle est la pertinence de ces approches-là? Quand je prends l'agroécologie, effectivement, en tant que système d'intégration de l'utilisation des terres, je crois que la vocation d'aller effectivement vers ces techniques, ces pratiques, ces bonnes pratiques agro-silvopastorales-là me semble effectivement pertinente. Parce que déjà, nous avons quand même des expériences sur le terrain qui font cas d'école. Quand je prends le cas donc, du vieux Yacouba Sawadogo, c'est bien lui. Alors, le monsieur, je pense que vous avez vu un peu son parcours. Il est parti de terrain nu et aujourd'hui, avec les pratiques agroécologiques là, il est arrivé à faire vivre une forêt, je vais le dire ainsi. Et ça, je crois que c'est un cas d'école que les gens voient à l'international, mais nous-mêmes ici, nous ne nous inspirons pas suffisamment de cela. Et ça, c'est très important. Et je crois qu'également au niveau du PIF, nous avons fait des expériences. Aujourd'hui, dans les forêts classées, nous avons clôturé des espaces avec du grillage, en gros, 165 hectares de terrain. Mais aujourd'hui, quand vous passez dans ces forêts, ces espaces-là, avec la régénération qu'il y a eu lieu, donc il n'y a même pas de discussion, ces espaces régénèrent facilement. Parce que, il faut le dire, le rapport de l'IFN2, le second inventaire forestier, nous a rassuré qu'au niveau du Burkina, les formations forestières ont toujours une très bonne régénération. Ça, c'est très important. Au moins, c'est 10 000 pieds par hectare. Quand vous laissez le sol vraiment avec une bonne protection, je pense que ça, c'est très important. Il faut en tenir compte dans nos techniques qu'il faut appliquer. Et également, je crois, si je peux ajouter, nous avons également fait l'expérience, la maîtrise des feux de brousse. Ça, c'est très important. Des feux de brousse à travers donc, ce qu'on a appelé des paiements pour services environnementaux, où il faut inciter les populations à protéger les forêts. Et à ce niveau-là, j'avoue que les résultats qui ont été atteints, c'est vrai que ça a été expérimental, mais les résultats qui ont été atteints étaient tellement encourageants parce que sur 11 forêts, nous avons eu 10 forêts où il n'y a eu que 33% tout au plus brûlées, avec des taux de 100% pour certains qui ont été protégés. Ça, c'est très important. Et il faut aller dans ce sens, mais malheureusement, souvent, c'est des choses qui se font à l'étape expérimentale et qu'on n'arrive pas qui ne sont pas mises à l'échelle. Merci. Voilà, exactement. Monsieur Sow, vous avez évoqué quelques activités justement du programme dont vous êtes le coordinateur, le programme d'investissement forestier. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ce programme-là? Parce que dans l'investissement forestier, on entend forêt, bien sûr. Oui, c'est vrai. Oui. Merci, monsieur Ouedraogo. Pour présenter le programme d'investissement forestier,
Je vais commencer par dire que c'est un des 3 programmes du Fonds stratégique pour le climat. Et ce fonds-là lui-même, il relève donc des fonds d'investissement climatique. Et ces fonds ont été mis en place par la communauté internationale pour aider les pays en développement à restaurer leurs forêts, à les conserver en vue donc de réduire les émissions donc dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Et au niveau du Burkina Faso, je crois que le programme d'investissement forestier, il faut le dire, le Burkina est le seul pays sahélien à bénéficier de ce programme. Et je le note en passant parce que c'est un programme effectivement qui rentre dans le cadre de la REDD+, comme je l'ai dit, la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Mais notre pays, il faut le dire aussi, a ratifié donc la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ce qui fait que vraiment c'est un pays parti et donc en fonction donc de nos réalités, nos dévanciers ont pu vraiment se battre très sérieusement pour qu'on puisse s'intégrer dans un groupe de 8 pays, puisqu'il y a ces 8 premiers pays qui ont bénéficié du PIF et le Burkina fait partie de ces 8 pays pilotes-là. Aujourd'hui, ça fait une expérience vraiment qui a été menée pendant 6 ans, parce que le programme d'investissement forestier a été conduit pendant 6 ans à travers donc 2 projets. Quand je parle de 2 projets, c'est pour ce qui concerne donc l'unité de gestion que nous avons sous notre coupe. Et les 2 projets, c'est le projet de gestion participative des forêts classées pour la REDD+, PGFC REDD+, qui a intervenu avec une approche régalienne qui concerne donc la gestion participative des forêts classées. Et ça, c'est très important parce qu'il fallait associer les populations à la gestion de ces forêts-là en mettant en place donc des comités de gestion des forêts. Et pendant tout le temps que le projet a fait, les 6 ans, il faut dire qu'il y a eu de très bons résultats, mais je peux me focaliser sur les résultats au moins qui concernent un peu l'amélioration du couvert végétal. Et à ce niveau, nous avons donc pu mettre en terre pratiquement 300 000 plants dans les forêts, parce qu'on avait 12 forêts d'intervention qui sont situées dans 5 régions. Je peux les citer rapidement. L'Est, le centre-ouest, la boucle du Moune, le sud-ouest et le centre-sud. Ce sont ces 5 régions-là qui ont bénéficié donc de ces 2 projets du programme d'investissement forestier. Et comme résultat encore, je peux citer les mises en défense, parce que nous avons fait près de 500 hectares de mise en défense dans les différentes forêts. Et ça a commencé à faire les effets même avant que le projet ne prenne fin, parce qu'il y a des villageois qui nous disaient, bon, il y a une reconstitution de l'espace avec des espèces même qui reviennent au niveau de certaines forêts. Ça, c'est ce que je peux dire rapidement pour le premier projet. Le second projet, lui, qui a une approche dite communale, en fait, c'est une approche de gestion décentralisée des forêts et espaces boisés. Et à ce niveau, il faut dire que ça a été donc une expérience très fructueuse également, parce que même au niveau de la Banque mondiale aujourd'hui, ce projet, avec les évaluateurs internes de la banque, ils estiment que ce projet a atteint ses résultats. Okay. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a eu près de 600 000 plants mis en terre dans les différents espaces de conservation. Il y a eu au moins 71 espaces de conservation qui ont été délimités et même avec des arrêtés qui ont été pris par les communes en son temps. Pour les sécuriser. Pour les sécuriser. On pourra revenir. Et nous avons 5 forêts immatriculées. Ça, c'est exceptionnel, parce qu'il faut le dire fort, haut et fort, parce que depuis l'histoire de la foresterie, c'est une des premières fois qu'on arrive à immatriculer 5 forêts avec l'accompagnement de la Direction générale des impôts. Ça, c'est très important à signaler. Monsieur So Reverdy, le Burkina Faso passe certainement par des actions d'envergure à l'image de ce que votre programme a réalisé comme action, mais également le mois de l'arbre lancé donc chaque année. Mais ça passe aussi par des comportements au niveau individuel. Aujourd'hui, quel doit être le bon réflexe du citoyen? Chaque citoyen devrait donc vivre en harmonie avec son environnement. Ça, c'est très important. Pour moi, chaque citoyen doit pouvoir avoir un respect pour l'arbre et lui donner son rôle et sa place dans la nature. Ça, c'est très important. Vous êtes dans une maison, donnez la place à l'arbre. Vous êtes sur une voie publique, donnez la place de l'arbre. Et je disais en passant que ce que j'ai remarqué, il faut vraiment interpeller aussi. C'est très important parce qu'il y a des situations pour lesquelles l'environnement n'est pas favorisé. Il faut interpeller pour que les gens corrigent le tir. Je prends le cas de grands investissements tels que le boulevard de Tengsoba. Quand je le prends, je regarde le terre-plein, il n'y a même pas une place pour un arbre. Ça me touche un peu le cœur. Alors donc pour ça, pour moi, c'est des choses pour lesquelles il faut interpeller. Parce que c'est des entreprises qui ont travaillé, il faut prévoir la place vraiment de l'environnement dans tout ce que nous faisons. Et c'est ça qui va faire que nous allons avoir un développement durable pour le pays. Et ce que je vais dire en passant, pour le citoyen lambda, ce qui est important, ne serait qu'une fois par an, planter un arbre et l'entretenir.
que ce soit dans ta cour, que ce soit vraiment à un endroit où tu peux encore mettre en place un arbre, il faut le faire. Il faut que nous allions vers vraiment l'éducation environnementale de la population, des élèves, toute la population, je veux dire. Parce qu'à ce niveau, il faut réellement que les gens changent de comportement, que l'on change même de paradigme dans tout ce que nous faisons, parce que le respect de l'environnement, si nous ne le faisons pas maintenant, ça va nous coûter très cher. Parce que l'expérience a montré que si vous jouez avec la nature, vous rentrez dans l'inaction, vous allez payer 3 fois le prix. Et ça, c'est très important. Il faut qu'on travaille déjà à former la population pour qu'on évite le scandale qui va nous arriver plus tard. Merci, M. Sow. Merci. Merci. Dernière rubrique de votre émission, dans l'air du temps, un tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale dans le domaine de l'environnement avec Pascal Canet. L'actualité environnementale ce mois d'août, c'est la célébration de la 4e journée nationale de l'arbre. Cette année, c'est Kaya dans la région du Centre-Nord qui abrite la célébration. Une célébration dédiée aux personnes déplacées internes. Arbre, facteur de solidarité et de résilience, c'est le thème de la 4e JENA présidée par le chef du gouvernement. En mettant en terre un baobab, le Premier ministre donne le ton de la campagne de reforestation. Au moins 10 millions de plants seront mis en terre selon les estimations et les espérances du ministre en charge de l'environnement. Elle appelle tous les Burkinabés à s'impliquer dans la réussite de cette opération de reboisement. Autre actualité majeure sur l'environnement ce mois, cette rencontre sur l'interdiction totale des sachets plastiques au Burkina Faso. En décembre 2017, la loi portant interdiction de l'importation, la production et la commercialisation des sachets plastiques non biodégradables rentrait en vigueur. Mais visiblement, cette loi n'a pas permis de mettre fin au péril plastique qui menace toujours l'environnement. Il est apparu nécessaire de réviser la loi pour passer à l'interdiction totale des sachets plastiques. En prélude à ces changements importants, le ministère de l'Environnement a entrepris de rencontrer les acteurs des sachets plastiques pour les sensibiliser sur la question. La rencontre a permis aux acteurs d'être mieux informés des conséquences de leurs activités sur l'environnement et la santé humaine et préparer les esprits aux changements à venir. Bientôt, un projet de loi sera déposé à l'Assemblée législative de transition pour le classement du corridor écologique Pau-Nazenga. Il s'agit du corridor reliant le parc national Kabore-Tambi au ranch de Nazenga et le parc national Kabore-Tambi à la Red Volta Valley du Ghana. Un atelier sur la question a été organisé ce mois. Un atelier au cours duquel les recommandations des experts sur le projet ont été examinées. Au plan international, la canicule continue de menacer l'Europe cet été. En Angleterre, une large partie du territoire est officiellement en état de sécheresse. Dans une large partie de l'Angleterre, il n'a pas plu depuis plusieurs semaines. Même situation de chaleur extrême en France. Le pays fait toujours face aux incendies de forêt. 700 hectares de forêt ont encore brûlé cette semaine. Sur le terrain, 600 pompiers sont mobilisés pour tenter de contrôler les flammes. Pendant ce temps, une nouvelle étude publiée démontre que l'Arctique s'est réchauffé près de 4 fois plus vite que le reste du monde lors des 40 dernières années. Ces conclusions font craindre une sous-estimation des modèles climatiques des pôles dont le réchauffement a une influence prépondérante sur la hausse du niveau des mers. L'étude publiée dans la revue Nature revoit nettement à la hausse le rythme de réchauffement de la région autour du pôle Nord. En 2019, le panel d'experts du climat des Nations Unies GIEC avait estimé que l'Arctique se réchauffait de plus du double de la moyenne mondiale sous l'effet d'un processus spécifique de la région. Ce phénomène appelé amplification arctique se produit lorsque la banquise et la neige, qui reflètent naturellement la chaleur du soleil, fondent dans l'eau de mer et absorbent plus de rayonnement solaire et se réchauffent. Les chercheurs pointent encore du doigt les activités humaines, notamment l'utilisation des énergies fossiles. Un réchauffement qui a un impact important sur la planète comme le plateau tibétain qui abrite les sources des principaux fleuves et rivières d'Asie. Une récente étude publiée dans la revue Nature révèle qu'avec le réchauffement climatique, les ressources du château d'eau de l'Asie diminuent, augmentant ainsi le risque de pénurie d'eau dans les grandes villes asiatiques,
les années à venir. C'est tout pour ce numéro de votre émission Priorité Environnement consacrée au mois de l'arbre. Planter oui, mais planter utile et efficace. Chacun de nous est invité à faire de son milieu de vie un cadre vert et sain. Merci pour votre attention et à bientôt pour un autre numéro de votre émission.